Pour avoir des règles efficaces, il faut avoir des règles qui soient librement consenties, que les professionnels savent, et ce depuis très longtemps, que les mauvaises pratiques nuisent à toute l'industrie. Bonjour, je suis Cyril Roland. Vous êtes bien sur Rake, le podcast qui analyse et décrypte le digital dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la seconde fois Mohamed Mansouri. Avec Mohamed, nous allons parler d'intelligence artificielle. Comment contribue-t-elle à réguler la publicité en ligne? Vous croyez que le chose est simple? Croyez-moi, c'est bien plus complexe qu'il ne paraît. Mohamed va nous parler d'un projet pilote qui vient donner ses premiers résultats. Brillants. Avant de commencer, Mohamed, peux-tu te présenter aux éditeurs de Rake? Je suis Mohamed Mansouri, je suis directeur délégué de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. L'ARP, ce n'est pas un organisme public, c'est une émanation de la profession publicitaire qui existe maintenant depuis plus de 80 ans, puisqu'on a été fondé par les professionnels en 1935, et on regroupe toute la profession publicitaire dans toutes ses composantes, à savoir les marques, leurs agences et les médias, et l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. Et ces acteurs, chez nous, ils rédigent, ils adoptent des règles déontologiques, des recommandations, des bonnes pratiques, et ils s'engagent à les respecter. C'est donc un organisme d'autodiscipline. Ouais, c'est parfait. Et je trouve que c'est très intéressant. Et malheureusement, tout votre travail, en général, il est pas suffisamment connu, puisqu'on connaît peut-être plus, pour certains qui sont un peu plus de la profession, des organismes de contrôle des publicités, mais pas ce côté, je veux dire, moi je trouve très pertinent et très intelligent de voir l'évolution du métier. Et Dieu sait qu'il a évolué, et d'être à même justement d'anticiper les choses et de s'autoréguler plutôt que l'État vienne le faire. Aujourd'hui, on va parler de intelligence artificielle. Et c'est un des premiers projets. Alors, il y a beaucoup de projets en intelligence artificielle. C'est un projet, je trouve, tout à fait pertinent, et vous allez nous présenter ce projet Invenio. Mais peut-être vous revenir un tout petit peu, parce que c'est pas votre première tentative à l'ARP, entre guillemets, c'est pas votre premier travail de recherche sur l'intelligence artificielle. Vous aviez déjà travaillé, je crois, sur des campagnes en mars 2019 et en mars 2020. Oui, tout à fait. On a commencé par ce qu'on appelle des POC, des preuves de concept. En 2019, pour nous, l'objectif, c'était, à l'occasion d'organisation, on a organisé des ateliers avec l'industrie publicitaire, mais aussi avec les collaborateurs de l'ARP, avec l'industrie publicitaire, alors industrie publicitaire digitale, industrie publicitaire audiovisuelle. On a co-animé avec l'école des mines, et à l'école des mines, des ateliers. L'idée, c'était de se projeter dans l'avenir et d'imaginer comment nos métiers pouvaient être impacté, ou surtout comment tirer profit de l'intelligence artificielle dans le cadre de nos métiers, comment imaginer l'avenir de la régulation professionnelle de la publicité grâce à l'intelligence artificielle, quelles sont les opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans le cadre de nos métiers liés à la conformité des contenus. Je fais une petite parenthèse, c'est le sujet d'une thèse que j'ai menée, une thèse professionnelle que j'ai menée dans le cadre de 2 exécutifs masters menés en parallèle, l'un à l'école des mines, d'où l'organisation de ces ateliers à l'école des mines pour un master of science, et un executive master à HEC Paris. Donc c'était aussi dans le cadre des travaux de cette thèse, et le terrain était pour le coup assez riche, puisqu'on a cette chance à l'ARP de pouvoir questionner, interviewer et faire travailler autour de ces sujets qui intéressent toute la profession, sur le sujet donc de l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'était, à l'occasion de ces ateliers, de définir un peu, d'identifier des champs d'exploration. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les méthodes de design thinking, certainement. On part vraiment des insights du terrain, pour ensuite partir en idéation, et l'idée derrière, c'est d'aboutir assez rapidement à des prototypes qu'on teste, en fait. Donc on est dans une démarche de test and learn. Et les territoires qui ont commencé à se dessiner sont ceux dans le cadre de la publicité digitale. C'est comment, dans nos activités de monitoring, vous savez que l'ARP en fait veille à la bonne application des règles déontologiques avant diffusion, en accompagnant nos membres, nos adhérents, en leur prodiguant des conseils juridiques et déontologiques, en faisant la pédagogie de ces règles, au moyen d'ateliers, de séances de formation, mais aussi en aval, parce que ces règles, finalement, vaudraient bien peu de choses si on se donnait pas les moyens de les faire respecter, en lançant des monitorings, donc en veillant à ce que les campagnes effectivement diffusées respectent bien ces règles déontologiques. Et on a cet observatoire à l'ARP, qui est l'observatoire des pratiques publicitaires digitales, où on va manuellement naviguer sur une liste de sites.
donc qui correspondent au top 50 des sites pubables sur lesquels apparaissent de la pub. Donc on va sortir les sites comme Wikipédia, impôts.gouv.fr, top 50, puis 50 autres sélectionnés aléatoirement dans une tranche de 6 millions à 1 million de visiteurs uniques. Et ça, on le faisait vraiment pour le coup manuellement, et on s'est dit, est-ce que l'intelligence artificielle là pourrait pas nous aider à faire un pré-tri? Parce que la grande difficulté dans un projet d'IA, c'est de se dire, ok, je peux avoir un projet, mais c'est quoi sa proposition de valeur? C'est quoi sa plus-value? C'est quoi le ROI en termes de process, en termes de revenus aussi? Et beaucoup d'entreprises, si de plus en plus elles intègrent, il y a une étude qui nous dit que 80% des entreprises devraient intégrer l'IA dans 2 ans. Je crois, beaucoup d'entreprises effectivement lancent des projets d'IA, mais peinent à identifier cette proposition de valeur immédiate. Et donc là, on a perçu avec la profession digitale une opportunité donc d'analyse, de semi-analyse, de semi-automatiser les analyses, de la publicité digitale au regard de règles déontologiques et juridiques. Ça, c'est le premier territoire qu'on a souhaité explorer et qui a donné donc naissance à Invenio, qui est live maintenant, le proto est live depuis 2 mois. Et l'autre territoire, là, c'est plus avec la publicité audiovisuelle et la publicité télévisée. C'est dans le cadre d'un autre observatoire, qui est celui de la représentation des genres en publicité, des genres hommes-femmes, qu'on a lancé il y a 3-4 ans, qui est assez fastidieux, ce qui nous amène à dénombrer le nombre de femmes, le nombre d'hommes en publicité manuellement. On s'est dit, là, il y a des modèles de détection par genre qui peuvent nous aider dans ce qu'on appelle la computer vision, l'analyse des images, qui peuvent nous aider justement à automatiser. Alors là, pour le coup, sur une année complète de publicité télévisée et VOD, la représentation des genres, l'équilibre des genres, secteur par secteur, voilà. Et comme à l'ARPP, peut-être que vous ne le savez pas, on valide l'intégralité de la production publicitaire télévisée et VOD à la demande des régies publicitaires télévisées qui souhaitent vraiment diffuser des contenus conformes et pré-validés par la RPP. Comme on a cette base de films, on a fait tourner des modèles qui étaient pré-entraînés. On a fait ce qu'on appelle du transfer learning. Et on a adapté ça, donc ça c'était en 2019. Il y a des premiers KPIs que vous pourrez consulter sur nos blogs et sites. Et on a relancé l'étude cette année, cette fois-ci en étendant les modèles à la détection liée à l'âge, par tranche d'âge de 5 ans. Donc aujourd'hui, on est capable de vous dire secteur par secteur quelle est la représentation, l'équilibre des représentations hommes-femmes, mais aussi au niveau des âges. Et enfin au niveau de la voix, puisqu'on a intégré un modèle assez très performant, qui est celui de l'INA, qui permet de détecter la voix des hommes et des femmes. Donc ça, c'est l'autre champ qu'on a exploré. Enfin, avec les équipes internes, on explore d'autres champs, surtout sur tout ce qui est vraiment tâches à faible valeur ou à moindre valeur ajoutée dans le cadre de nos activités au quotidien, comme par exemple la mesure automatique des tailles de mentions légales que vous pouvez voir en TV, et autres aspects plus liés à la recherche de contenus similaires pour plus de sécurité dans les conseils et les avis rendus par l'ARPP. Donc ça, on n'y est pas encore. Les 2 premiers POC donc ont été le digital et la publicité audiovisuelle. Et là, très récemment, on a pu aboutir donc avec Invenio à un prototype qui donc nous détecte, nous remonte des suspicions de manquement. Voilà, pour la petite histoire. Invenio, si j'ai bien suivi, ça concerne principalement la santé et la finance. C'est ça, en fait. La santé sur l'allégation thérapeutique, je pense, et la finance peut-être sur des produits qu'on n'a pas commercialisés, ou du moins on prend pas forcément les précautions nécessaires. C'est bien ça? Alors, c'est quasiment ça. Ce qu'on a souhaité faire dans le cadre de ce MVP, parce que c'est un MVP, donc on a travaillé avec une entreprise, on a publié un appel à déclaration d'intérêt, une espèce d'appel d'offres privé, qu'on a publié sur notre site, on a eu des réponses, et on a sélectionné une entreprise française qui s'appelle Sicara, qui est spécialisée dans la computer vision, dans le machine learning, qui fait de plus en plus de traitement du langage naturel. Et on a travaillé selon une méthode que vous devez certainement connaître, qui est une méthode agile, une méthode Scrum, où là on a été, c'était pendant la période du confinement, extrêmement itératif, donc avec des Scrum meetings, avec des sprints entre ces cérémonies, pour parler en français, avec des backlogs et toute cette terminologie qui est propre à la conduite de projets agiles, à l'inverse du cycle en V. Et l'idée en fait, c'est d'avoir un proto
qui adresse les principales fonctionnalités pour aller d'un point A à un point B. On va prendre l'exemple d'un véhicule. Par exemple, je veux un super véhicule, effectivement. Je vais spécifier les roues, le châssis, le volant, et je vais attendre une année complète. Donc, spécification, effet tunnel, réalisation, puis livraison. Je ne dis pas que le cycle en V il est certainement adapté à certains types de projets, mais là, on est en itératif, où là, pour le coup, pour aller d'un point A à un point B, on a commencé par un skateboard. Et ensuite, on l'agrémentera d'un guidon, ça deviendra une trottinette, puis un vélo, puis une moto. Donc là, on est au stade du skateboard, donc le minimal viable prototype qui nous permet, selon un périmètre bien défini, et effectivement, la détection des allégations thérapeutiques trompeuses et la publicité en faveur des produits financiers interdits. On s'est rendu compte pendant cette crise que nous vivons à la fois sanitaire et financière, d'une recrudescence d'un certain type de communication à la fois qui exploite le sentiment de peur, qui joue sur l'anxiété, et on a souhaité vraiment donc semi-automatiser la détection de ces manquements-là grâce à 2 modèles. D'abord, un modèle basé sur la computer vision qui détecte au niveau de l'image. Donc on se cantonne à la publicité display, à savoir la publicité, on en parlera tout à l'heure, c'est l'image et le texte, mais avec une volonté de l'étendre à d'autres types de formats. Donc la détection au niveau de l'image, donc on a des modèles préentraînés, alors qui adoptent une approche assez intéressante qui est celle du few shot learning. Vous savez que dans un projet d'IA, souvent la grande difficulté c'est de disposer de données suffisamment abondantes et annotées et labellisées pour pouvoir disposer de taux de précision suffisants. Et l'approche du few shot learning justement permet de se passer en partie de cette étape-là, de disposer cette grande quantité de données labellisées en partant de données en moindre quantité. Donc basé sur l'image, donc on est capable de détecter la présence d'un médecin qui va nous dire tiens là il y a peut-être justement mise en avant d'une profession médicale, la présence d'un virus automatiquement avec des taux de précision assez forts. Et au niveau, alors on a l'image et au niveau du texte aussi, donc avec des modèles qui justement détectent automatiquement un certain type de wording, un certain type d'expression qui est justement basé sur ce dont on parlait tout à l'heure, ce wording, ce champ lexical assez proche des discours un peu conspirationnistes. Par exemple, la solution que les médecins ne veulent pas que tu connaisses, la solution que l'État te cache, ou ce genre de campagnes-là, qui sont assez racoleuses, clickbait en anglais. Et donc voilà, on a voulu se concentrer sur ce type de publicité-là. L'autre domaine qu'on a souhaité explorer, c'est vraiment la publicité des produits financiers interdits. En France, on a une autorité qui s'appelle l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, qui édite et met régulièrement à jour des listes de sites qui font la promotion de produits financiers interdits, que ce soit un certain type de crypto-monnaie, que ce soit des produits bien divers avec des investissements, par exemple des investissements dans des vaccins, des investissements dans plusieurs types d'investissements. On a paramétré dans l'outil justement ces sites-là, de sorte à ce qu'on soit alerté quand, par mégarde, souvent, puisqu'on est en publicité programmatique très automatisée, c'est de l'OpenRTB, une publicité pouvait faire la promotion de ces sites-là. Donc on est sur ces 2 domaines-là en publicité display. L'idée, bien sûr, c'est de permettre à la profession, parce qu'on est quand même dans l'autodiscipline, permettre à la profession de mieux auditer ces flux programmatiques, de mieux savoir ce qui peut être diffusé, ce qui peut être opéré par les intermédiaires, par les plateformes, mais aussi par les éditeurs qui diffusent la publicité, afin de leur permettre d'agir promptement en cas de manquement. Donc on travaille vraiment de concert et main dans la main avec la profession pour les aider, et cette profession responsable qui souhaite elle-même aussi être alertée et pouvoir agir de telle sorte à la fois à préserver la confiance des consommateurs, la confiance pour un éditeur d'un contrat de lecture avec cette audience, ou simplement aussi la qualité de l'environnement de diffusion pour les marques. On travaille avec la profession puisque l'Observatoire des pratiques publicitaires digitales est une émanation, il est piloté par un comité de suivi composé de l'ensemble des organisations qui représentent donc les marques, les agences, mais aussi les régies internet,
Je pense donc au SRI, à l'IAB, à la ACC, à l'Union des marques, au GEST, qui regroupe aussi les éditeurs. Donc voilà. Donc on est sur ce périmètre-là. Et aujourd'hui, déjà, donc on a des manquements qui nous reviennent et on alerte nos adhérents, nos membres, les acteurs, pour qu'ils puissent à la fois être informés et agir en conséquence en cas de diffusion de campagnes non conformes. Justement, sur ce point, Mohamed, pour nos auditeurs, c'est-à-dire pour bien comprendre, ce que j'ai compris, vous me dites si j'ai bien compris, c'est que vous, grâce à ces outils Invenio, donc pour l'instant sur ces deux champs-là, mais on verra, je pense qu'ils vont certainement s'étendre sur autre chose, donc tout ce qui est display, c'est-à-dire tout ce qui est affichage de publicité dans les 50 sites les plus connus, voire les 5 autres sites publicitaires, vous avez cité sites les plus fréquentés, les 50 autres, vous analysez tout. D'accord. Selon les critères que vous avez rentrés dans votre intelligence artificielle, vous détectez des manquements s'il y en a, d'accord. Et les manquements, après, vous en faites quoi? C'est-à-dire, supposons que c'est un manquement, mais pas d'une société qui soit adhérente à l'ARP. Est-ce que vous vérifiez qu'elle est adhérente à l'ARP ou pas? Est-ce que si elle n'est pas adhérente, que vous entamez une démarche quand même? Si elle est adhérente, comment vous faites? Voilà. Comment ça se passe, cet aspect-là de je détecte un manquement et je communique à l'annonceur? Alors, juste avant la détection du manquement, donc on a effectivement cette remontée de contenu publicitaire via un tableau de bord, un dashboard, et l'expert, le juriste en fait va s'y connecter et va pouvoir modulo le renseignement de plusieurs critères sur des filtres de recherche, filtrer les manquements, le type de manquement, l'éditeur qui a pu les diffuser, la régie qui a pu les opérer. Et comme on est en machine learning et qu'il y a des taux de précision, mais qu'on est sur du prédictif, on est sur des choses assez basiques. Aujourd'hui, dire que l'intelligence artificielle pourrait se substituer à l'esprit d'analyse, au syllogisme juridique, à la matière grise, en fait, ce qui fait la valeur ajoutée, c'est faux. Simplement, l'IA permet de faire des choses très 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 basiques. Le juriste va valider ou invalider le manquement. Il le validera ou l'invalidera, ce qui permettra d'améliorer. Déjà, ça nous permet de disposer d'une base de données un peu plus conséquente de données à noter, et ça permettra, par un système de rétropropagation en fait du gradient, je vais pas passer qui va permettre au modèle d'améliorer leur taux de précision. Une fois que c'est validé, on alerte les acteurs, quels qu'ils soient adhérents ou non dans l'absolu, parce que les règles déontologiques telles qu'on les connaît en fait, elles sont définies par les adhérents, mais elles sont applicables à tous. Donc, s'il s'avérait qu'un acteur qui n'était pas, pour la plupart d'entre eux, ils sont adhérents, mais s'il s'avérait qu'un acteur qui n'était pas adhérent avait diffusé ou avait créé ou annonce ou une publicité jugée non conforme au regard des règles déontologiques, on lui adresserait aussi bien cette alerte ou ce courrier. Donc, les interventions de l'ARP, historiquement, elles s'adressent à tout acteur, qu'il soit adhérent ou non. Très bien. Vous avez parlé de display, vous avez parlé de site internet. Est-ce que vous regardez également les réseaux sociaux? Alors à ce stade aujourd'hui, en fait, il s'agit d'un MVP qu'on souhaiterait voir étendu à d'autres types de manquements, mais aussi à d'autres types de formats. Et il y a un des challenges auxquels qu'on souhaiterait relever aujourd'hui, un défi pour nous. On a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Marketing d'influence, transparence et loyauté. Vous savez, c'est tout ce qui est collaboration, transparence dans les partenariats, le fait qu'ils soient indiqués. On souhaiterait pouvoir faire tourner Invenio en créant des nouveaux modèles basés sur le texte principalement, qui nous remonteraient des suspicions de collaboration qui seraient pas suffisamment identifiées ou pas du tout identifiées, là aussi dans une optique de pédagogie vis-à-vis des influenceurs, comme nous l'avions fait dans le cadre de cet observatoire et dont nous avions publié les résultats en 2019, semi-automatiser cet observatoire en branchant finalement Invenio à une nouvelle source de données via les API des plateformes, des réseaux sociaux. Là encore, pour justement aider, faire de la pédagogie, aider, mais aussi mesurer les tendances, l'amélioration ou la dégradation, c'est possible, hein. Mais là, on constate plutôt une amélioration dans la transparence des partenariats, regarde des derniers résultats, auprès des influenceurs, mais aussi des marques, de leurs représentants, pour toujours une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance de ces règles déontologiques.
alors sur la base bien sûr de cette recommandation partenariat, mais rien ne nous empêchera aussi de tenter d'identifier des partenariats dans le cadre de marketing d'influence sur des produits strictement réglementés, voire interdits, comme le vapotage en France. Malheureusement, beaucoup d'influenceurs méconnaissent en fait cette interdiction, la réglementation. Donc nous, notre objectif, c'est de sensibiliser les influenceurs à ces produits-là qui, parce que justement sont contraints ou ne parviennent pas à communiquer sur des médias dits classiques, vont tenter justement de profiter de cette méconnaissance, de cette parfois ignorance de certains influenceurs quant à l'interdiction de faire de la publicité entre guillemets pour les produits de vapotage. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et à terme, on souhaiterait étendre Invenio à d'autres formats comme la vidéo. La vidéo qui est une approche donc de computer vision qui est beaucoup plus complexe et plus coûteuse aussi. Très bien. Vous avez commencé par le domaine de la santé, le domaine de la finance. Est-ce que il y a une raison particulière? Est-ce que c'est parce que c'est les gens qui font le plus de publicité, ou est-ce que c'était parce que c'était un domaine qui était plus facile à cerner au départ, ou parce que simplement il y avait des gens qui étaient plus disponibles? Parce que je crois que vous avez fait ça avec justement les acteurs, vous avez fait ça des ateliers qui étaient peut-être plus disponibles à ce moment-là et ça permettait d'aller de l'avant. Quelle était cette motivation du choix des premiers champs sur lesquels vous avez investi? Alors le choix, c'est tout d'abord dans le cadre de l'Observatoire des pratiques publicitaires digitales, ce qu'on faisait manuellement en fait. C'est vrai qu'on constatait beaucoup de manquements liés à la santé. Alors parfois dans une zone grise où on n'est pas forcément dans la non-conformité, mais on joue un peu à la frontière de ce qui est légal ou déontologique. Mais clairement un champ vraiment exploré parce que justement beaucoup de manquements constatés là-dessus, et qui ont eu tendance à croître pendant la période de Covid, parce que les situations de crise, je vous le disais en intro, les situations de crise sanitaires, mais aussi financières, et c'est aussi ce qui justifie le fait qu'on soit concentré sur la publicité des produits financiers interdits. On note une forme de recrudescence quand même de ce type de campagne en ces périodes-là. Donc on a souhaité agir vite, agir bien, et c'est pour ça que Invenio est adopté avec Sicara dans le cadre de la conduite de projet la méthode agile, et en 7 semaines, ce qui est une performance, et ils ont été, je pense qu'il faut le souligner, redoutable d'efficacité. En 7 semaines, le MVP était live. Donc on a souhaité agir vite sur ces deux aspects-là, compte tenu d'un contexte qui est le nôtre, qui est le contexte actuel, et parce que ce sont les manquements aussi les plus évidents et les plus criards entre guillemets, et ceux aussi qui sont susceptibles d'écorner, de porter le plus préjudice à la fois aux consommateurs, mais aussi à l'image des en termes de loyauté, de tromperie, mais aussi à l'image des marques médias. Je suis pas sûr qu'un journaliste d'une grande marque média soit très heureux de voir automatiquement diffuser sous son article une publicité trompeuse en faveur d'un produit miracle supposé guérir de telle ou telle pathologie ou évoquer tel ou tel symptôme. Très bien. Invenio présente des choses très intéressantes, mais on en est où vis-à-vis de l'Europe? Est-ce qu'on on est en avance sur d'autres pratiques européennes? Alors c'est effectivement une excellente question. Très vite, on s'est rendu compte que ces solutions technologiques-là, qui représentent un peu l'avenir de la régulation professionnelle, dès lors qu'elles nous permettent d'être plus efficaces dans notre travail au quotidien. Je vous l'ai pas dit, mais le ROI pour nous, c'est quand même, on a économisé 30% du temps dans nos activités de monitoring. En fait, par tout ce qu'on faisait, enfin là où on passait pas mal de temps à aller sur les sites, à tenter d'identifier des manquements, à les analyser, à les enregistrer dans un fichier Excel, tout ça c'est automatisé. Concrètement, le juriste se connecte à l'outil et il sélectionne suspicion de manquement, et le tableau de bord lui affiche les suspicions de manquement qui ont été collectées lors de la dernière collecte. Très vite, on s'est dit ces solutions-là prennent tout leur sens si elles sont partagées et si elles sont scalées, mises à l'échelle au niveau européen. Parce que le digital est éminemment transfrontalier et bien sûr, pour être beaucoup plus efficace, elle nécessite une coordination au niveau européen. On a beaucoup de chance à la RPP d'être coordonné au niveau européen par une organisation qui s'appelle l'Alliance, donc qui chapeaute entre guillemets tous les ARPP européens, le ASA, l'Alliance pour l'éthique en publicité,
Et avec nos homologues européens et principalement le UK, les Royaumes-Unis, donc l'ASA et l'Advertising Standards Authority et le SRC aux Pays-Bas, on a créé une task force, un groupe de travail au niveau de l'EASA pour échanger justement sur comment les technos peuvent nous aider à semi-automatiser et à être plus efficaces et à mieux partager l'expérience autour de ces projets. Et bien sûr, on n'est pas les seuls. L'ASA a aussi investi dans des preuves de concept avec des avatars qui, alors eux, ils sont plus sur le ciblage et le mauvais ciblage entre guillemets, s'assurer que des publicités qui seraient susceptibles de porter préjudice à un public mineur, on pense aux jeux d'argent ou autres, automatiser un peu l'exposition de profils avatars mineurs à des publicités qui ne devraient pas leur être adressées. Donc ça, c'est au UK, ça c'est un autre projet hyper intéressant. Et les Pays-Bas aussi sont dans les mêmes réflexions et mixent un peu les deux approches françaises et UK. Et donc on échange beaucoup sur ces aspects-là. Et là où on est très heureux, c'est qu'on a nous-mêmes la propriété intellectuelle des modèles qui ont été développés. Parce qu'on part du principe que ces modèles s'enrichissent et deviennent plus précis grâce à l'expertise juridique de l'ARP. Donc, il est tout à fait normal de disposer de cette propriété intellectuelle, ce qui nous donne cette liberté de pouvoir plus aisément partager les technos, les codes sources avec nos homologues européens. Donc, clairement, au niveau européen, on a des échanges, et d'ailleurs, c'est pas Invenio, mais les POC qu'on a réalisés l'an dernier, notamment avec la répartition des genres, ont été récompensés par à la fois au niveau mondial par l'ICAS, qui fédère donc tous les organismes d'autodiscipline publicitaire au monde. On a eu le premier prix, je crois. Oui, c'est ça. Et à l'EASA aussi, on a eu l'or en fait pour toutes les différents champs de R&D qu'on a pu explorer avec la profession. Et donc, ce sont des initiatives qui sont encouragées au niveau européen et elles n'ont vraiment de sens que si elles sont partagées au niveau européen et au niveau mondial, notamment pour ce qui est publicité digitale. Et permettre aussi à l'industrie publicitaire d'y voir un intérêt, de mieux s'en emparer pour œuvrer en faveur d'une publicité loyale, véridique, responsable, saine, puisque c'est vraiment ce qui nous caractérise. C'est d'ailleurs notre champ statutaire à nous, c'est notre ADN et l'ADN de tous ces organismes dans le monde. C'est vraiment impressionnant hein, ce que vous avez mis en place et Merci. vraiment de pouvoir qu'on l'avait bien dégagé. Enfin, vraiment, c'est une force hein, de dégager 30% du temps, que ce temps-là soit consacré à d'autres tâches, que ces tâches-là, en effet, ce soit bien l'outil qui distingue une situation grise entre guillemets, et après il y a bien l'humain qui vient pour dire si c'est blanc ou noir, mais qui vient enrichir le modèle, que cette vision-là soit portée par toute la profession. Je trouve ça vraiment fantastique, hein, parce que ça veut dire que on arrive dans une régulation que moi je trouve saine, c'est-à-dire elle est pas normative, elle est ce que la profession veut, parce que bien évidemment la profession veut aussi réussir à faire passer des messages en tant que tel, puis ça se fait aussi dans un cadre européen. Non, vraiment, bravo. Merci. Je suis vraiment impressionné par ce travail. Est-ce qu'en conclusion, pour les auditeurs de Rec, vous auriez quelques recommandations? Les recommandations pour les auditeurs. Tout d'abord, merci Cyril de nous donner la parole. En tout cas, de nous permettre. Pour nous, c'est une formidable opportunité de partage de ce qu'on fait et merci pour votre retour. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que, et c'est ce qui caractérise vraiment l'autodiscipline, et ce depuis l'origine, pour avoir des règles efficaces, il faut avoir des règles qui soient librement consenties, que les professionnels savent, et ce depuis très longtemps, que les mauvaises pratiques nuisent à toute l'industrie, et qu'il y a une réelle volonté d'œuvrer en faveur d'une publicité beaucoup plus responsable, et surtout seuls les professionnels peuvent définir des bonnes pratiques, des règles aussi adaptées à la réalité du marché. Et c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse, basé sur des technologies avancées, et ce pour strictement aucun coût pour le contribuable en fait, parce que tout est permis grâce aux investissements de la profession, en fait, aux investissements là permis par la profession. Donc on doit ces innovations à la profession et à nos membres.
Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'il faut retenir de tout ça. Merci beaucoup Ahmed, merci beaucoup pour votre temps et vos explications fort détaillées. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Si vous les a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn. À très bientôt.